François Hollande, quel président comptez-vous être ? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Je suis Mathieu Hanotin, député de Seine-Saint-Denis, de Saint-Denis en particulier. Je suis également directeur de campagne de Benoît Hamon. Et salut à tous sur Red FM. Red FM, voilà. Bon, gênant un peu, hein. Bon, c'est parti pour 20 minutes de footing dans la boue. Mettez votre jogging et vos leggings, branchez vos écouteurs, on est bien. Reprenons un peu après ce moment humour. Bienvenue sur Rêve FM et excusez notre popularité auprès du gratin politicien. Bonsoir à tous, et c'est des zen, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Élise et moi. Comme d'habitude, nous allons essayer de vous livrer une analyse fine, de qualité, impartiale autant que possible et teintée d'une dose d'humour assez recherchée. Cette semaine encore, notre team de rêveurs s'est donné à fond pour proposer des CR de qualité. À Montebourg, on aurait pu croire à une émission sur l'amour, sur la sensibilité, sur la rencontre. D'ailleurs, qu'est-ce que la vie ? Je pense que la vie, c'est avant tout des rencontres, d'avoir la chance de croiser des gens qui, à un moment donné, vous tendent la main. Bref, à Montebourg, ce sont deux personnages, deux styles. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé de vous les opposer. C'est parti pour le clash de ces primaires de la gauche. Avec moi ce soir, Romain. Bonsoir à tous. Et Baptiste. Les effectifs se réduisent aussi vite que les gens BO à la dernière grésille. Mais une poignée d'irréductibles résiste encore et toujours. Ce sera donc une émission drivée à 3, mais qu'on vous promet impartiale, et sans aucun doute qui restera dans les mémoires. Pourquoi Benoît Hamon et Arnaud Montebourg ? Deux meetings, le même soir à Paris, l'image est forte. Ces deux concurrents à la primaire visent le même électorat, la gauche du PS. Ils ont suivi un parcours proche au sein du gouvernement Valls 1, démissionnaires, ou plutôt évincés salement le même jour, un 25 août 2014 au matin, suite à leur prise de position contestataire. Attention, ce sont les frondeurs. Pourtant, ils semblent aujourd'hui plus éloignés que jamais, à quelques jours de la primaire. Comme titrait récemment un quotidien national, le duo est devenu duel. Malgré leur parcours proche d'apparatchiks politiques, ils cultivent deux profils différents et des divergences idéologiques majeures se font jour. Qui sortira gagnant ? Tout d'abord, nous souhaitons rendre compte des deux meetings auxquels nous avons assisté. Nous commencerons par Benoît Hamon. Quelques mois après avoir créé en septembre 2016 son micro-parti Elpis, visant à financer sa campagne avec son fameux slogan « Avec Elpis, la France se mouille », Benoît Hamon est dans les derniers mètres de son premier combat. 4000 4000 ? Ah oui, 4000. 4000, oui, c'est le nombre de personnes revendiquées par l'équipe de Benoît Hamon lors du meeting du mercredi 18 janvier au soir à l'Institut national du judo, 2 ans jour pour jour après le titre olympique du Roumain Vroslov. Parmi les personnalités d'influence présentes en soutien, on comptait Pascal Cherki, député de Paris, c'est un bonhomme selon Benoît Hamon, Philippe Martin, ancien ministre de l'écologie, Bruce Willis, des personnalités issues de la société civile comme Hakim Baker, chef de service de l'hôpital Guichard, la journaliste d'investigation Marie-Monique Robin, et deux maires, la maire de Bondy, Sylvie Thomassin, et Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois. Une de ces personnes n'était pas présente. Abricot. Ces personnalités et leur parcours indiquent déjà les thèmes de prédilection de Benoît Hamon. L'insertion sociale et la lutte contre les discriminations, l'économie sociale et solidaire, l'écologie et la santé. À son arrivée sur scène, Benoît Hamon est acclamé et il commence par un « merci » avec son cheveu sur la langue qui finira par disparaître au fur et à mesure du discours. Son langage corporel est très expressif et sa décontraction plaît. L'enthousiasme se déchaîne dans la salle au moment où il aborde les questions de laïcité et de défense des droits faits à la gauche. Une grande partie du discours peut se lire comme une réponse aux critiques multiples contre le revenu universel notamment. Réponse à Pierre Gattaz, au journal Le Monde, à ses opposants de gauche. Il présente ses grandes réformes, comme le revenu universel et ses conditions d'application, des réformes comme le 49.3 citoyen, comme la police des discriminations, ou encore des réformes portant sur la santé, avec la lutte contre les lobbies des perturbateurs endocriniens. Il termine par cette fameuse punchline « Merci à tous ». Victor Hugo était également de la partie citée par Benoît Hamon dans son moment final, où il a appelé au rassemblement de la gauche. Je cite « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est arrivée ». Il a rajouté « Notre heure est arrivée ». Merci Romain pour ce moment brillant. Moi je vais vous faire un peu l'ambiance au meeting de Montebourg. Vous vous souvenez, on l'avait quitté à l'ESSEC, triomphant. La chance est Made in France, à Tire-Larigot et dégustant avec les mardis des petits fours de qualité. Les mardis, on vous salue. On l'a retrouvé dans un gymnase bien moins quali que le Grand Amphi, mais tout aussi rempli.
2000 personnes. Oui, 2000, nous, pas 4000. Hein. Enfin, 2000, c'est selon les organisateurs. Hein. Les chiffres de la police ne sont pas encore sortis, on vous tiendra au courant, peut-être. Enfin, je pense. En tout cas, lisez bien l'annonce. Au gymnase Jean Jaurès, l'ambiance était plutôt timorée. Alors certes, quelques Arnaud président ont retenti, quelques drapeaux flottaient dans l'air, mais globalement, on a trouvé ça un peu mou. Ça sent quand même un électorat un peu endormi après le dîner et pressé de rentrer regarder le dernier épisode des Experts. Mais bon, les intervenants permettent d'apporter un peu de jeunesse et de folie. Guy Bedos, du haut de ses 82 ans, a bien chauffé la salle en lançant par exemple un laconique « Je ne suis pas toujours d'accord avec mes amis musulmans et de la façon dont ils traitent les femmes. » Je dis ça, je m'en fous des conséquences. Hein. On vous épargne le silence un peu gêné dans la salle. Plus sérieusement, après l'intervention toujours convaincante et argumentée de Gérard Filoche, l'arrivée d'Arnaud, permettez-nous d'utiliser son prénom, entre camarades, se fait mesurer. On sent la concentration du candidat, peut-être un peu soucieux des derniers sondages qui le placent en 3e de ses primaires. Parlons des thèmes abordés. Le travail, évidemment, véritable cheval de bataille de ses primaires, a une place de choix, sans surprise. Hausse du SMIC, lutte contre le chômage, place des salariés dans l'entreprise, tout y passe, on s'y attendait. Hein. Montebourg martèle ses credos de campagne, éducation, euro-optimisme, place des réfugiés, éducation encore, il ne se prive pas de tacler ses adversaires. Valls, Fillon et Marine Le Pen, évidemment, présentés comme le candidat de l'étranger. On est dans un bon meeting classique. Hein. On retiendra peut-être surtout une phrase sortie tout droit du cœur. Il ne faut pas tomber dans la case prison du jeu de loi. C'est tweeté, c'est beau. Dans ce troisième moment, nous allons un peu aborder les différences de programme entre Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. D'abord en discutant de la notion de travail. Le premier point d'opposition entre les deux candidats, c'est la question du travail et de son évolution. Benoît Hamon part d'un constat, celui de la raréfaction du travail actuel et à venir dans le cadre de la révolution numérique. Dans cette perspective, il propose le revenu universel d'existence qui permettrait de lutter contre la précarité du sans-emploi, de laisser une possibilité de négociation aux travailleurs et de dynamiser l'activité entrepreneuriale en minimisant l'aversité au risque. La première étape de son application, c'est d'abord l'expérimentation de l'élargissement du RSA à la tranche des 18-25 ans et l'automaticité de son versement. Alors, je vous le cache pas, pour Montebourg, c'est le choix du quasi-assistanat que le revenu universel. Hein. C'est vraiment le point où les deux candidats sont assez en désaccord. Pour lui, ce qui compte, c'est plutôt la revalorisation du statut du travailleur, et c'est ça qui doit être pensé. Alors, à travers l'augmentation du SMIC, bien sûr, une augmentation qu'il pense et qu'il fait en citant les différents pays européens, même si, lors de son meeting, il tend à oublier de préciser que la comparaison se tient seulement à un régime de sécurité sociale égaux. Il refuse également la diminution du nombre d'emplois, dû aux révolutions industrielles et numériques, et surtout, il met en avant sa volonté de réindustrialiser la France, en s'appuyant sur une production française, pilier d'un nouveau système économique. Un programme donc qui s'appuie sur la remise au centre du travailleur et de ses droits. À ce titre, c'est une forme de démocratie d'entreprise qu'il prône, en voulant associer le salarié aux décisions, et bien évidemment en refusant la redistribution actuelle jugée inégale. Le processus de démocratie est alors transposé au niveau privé et s'érige comme un nouveau modèle social, plus à même de répondre aux maux de la France selon le candidat. Effectivement, si Arnaud Montebourg parle surtout d'une démocratie d'entreprise, Hamon mentionne davantage la démocratie citoyenne. Il propose un 49.3 citoyen qui permettrait à 1% du corps électoral d'imposer au Parlement d'examiner une proposition de loi proposée par les citoyens d'abord, c'est ce qu'il appelle le droit d'initiative citoyenne, et de suspendre l'application d'une loi adoptée par le Parlement pour que celle-ci soit soumise à référendum. C'est le référendum d'initiative citoyenne. Mais avant tout, au-delà de la question de la démocratie citoyenne, c'est la question de l'écologie qui fait figure de cheval de bataille pour Benoît Hamon. L'écologie, c'est un des thèmes récurrents qui revient chez Benoît Hamon. Plan d'investissement dans la rénovation énergétique des logements notamment, inscription des biens communs dans la Constitution, sur l'exemple de l'Équateur, la finance verte, la lutte contre les perturbateurs endocriniens ou encore la sortie du diesel d'ici 2025. C'est une forme d'écosocialisme. Bon, alors l'écologie est présente chez Montebourg aussi, hein, mais lui c'est un peu différent puisqu'il est encore très attaché aux centrales nucléaires, pour des questions de travail notamment, donc c'est un peu moins ce qu'il caractérise. Montebourg, quant à lui, c'est plutôt une forme de souverainisme. Il s'érige comme un candidat d'une gauche un peu renouvelée, et du coup il se différencie par rapport à ça avec Benoît Hamon. Il est euro-optimiste revendiqué, il est ardent opposant à la loi travail, et il est convaincu qu'une alternance à gauche est possible. Mais oui, c'est clair. La main maintenant à Romain et à Baptiste pour des micro-trottoirs brûlants qui vont, j'en suis sûr, vous éclairer sur le profil des candidats et sur leur électorat. D'abord, on a essayé de se rendre auprès des militants de Benoît Hamon pour voir un peu qui ils sont. Et à la question « Est-ce que tu fumes du cannabis ?», ils ont répondu. Ça m'est déjà arrivé. Oui. Est-ce que tu fumes du cannabis ? Non. Mais par contre, je suis quand même pour la légalisation. Et pour des raisons économiques, sociales.
toi, est-ce que tu fumes du cannabis? Est-ce que tu fumes du cannabis? Pas quotidiennement. Du bon shit m'amène. Bon bref, je vais répondre alors. Mais comme tout le monde un petit peu, mais pas non plus des masses. Tu fais du cannabis? Parfois ça m'arrive, oui. Des bons petits tasses verts bien viscères. Du bon shit, un pilon du genre, lourd m'amène. Pas tous fumeurs donc. On leur a ensuite demandé ce qu'ils aiment chez Benoît Hamon, en quelques mots. Il est de gauche, voilà, et écolo, ce qui est aujourd'hui indissociable de la gauche. Et ça devrait être d'ailleurs indissociable de la politique en général, mais voilà. Je sais pas, beaucoup plus adapté, enfin pour moi il est beaucoup plus apte à occuper une telle fonction. Et puis c'est vrai que c'est un peu une sorte de renouveau aussi, il n'a pas été si présent que ça dans le gouvernement Hollande, donc et son programme est quand même très tentant. Qu'est-ce que vous diriez en quelques mots à un militant d'Arnaud Montebourg pour le convaincre de rejoindre Benoît Hamon? Vous, si vous comptez rejoindre Benoît Hamon, pour le convaincre. C'est convaincant. Puis, on leur a demandé ce qu'ils pensaient d'Arnaud Montebourg et de ses militants, et les réponses étaient pimentées. Alors que Montebourg, on a surtout connu beaucoup de revirements de sa part, et du coup je pense que Hamon est un candidat qui me semble-t-il est plus fiable politiquement que Montebourg. Vraiment, pour moi, Montebourg c'est un peu la vieille gauche qui est passée. Est-ce que vous pensez que les électeurs d'Arnaud Montebourg fument du cannabis? Je pense qu'il y a un peu tout le monde qui fume du cannabis, ou qui en a fumé, donc voilà. Enfin, on a fait un petit jeu, et autant dire qu'ils ne sont pas tous joueurs. Ouais. Juste faire un petit question-réponse, c'est un petit jeu, donc genre, par exemple si je te dis noir ou blanc, tu dois choisir noir ou blanc, ce genre de petit jeu. D'accord. Ça te dit? Comme un jeu d'alcool quoi. Voilà, c'est un peu le principe. Alors si je te dis Valls ou Macron, tu dis quoi? Les deux noirs. Ah non, non, non. Non, mais là... Mais oui, c'est clair. Lourd m'amène. Rêve FM a aussi eu la chance d'interroger un spectateur bon esprit. Il se présente. Je m'appelle Othman et j'habite au Pré-Saint-Gervais. On a voulu savoir pourquoi il avait bravé le froid pour se retrouver dans un gymnase parisien à 20h30 un mercredi soir. Il insiste sur l'honnêteté du candidat. C'est la première fois que je viens à un meeting et je suis venu par curiosité au départ pour écouter le programme de Arnaud Montebourg. Car aujourd'hui, sur le panel des candidats qui est à gauche, c'est celui qui pour moi est le plus honnête de tous. Mais très vite, les premières critiques fusent, notamment sur le petit discours de Guy Bedos avant l'arrivée de Montebourg. Enfin, les origines communes de Arnaud Montebourg et Guy Bedos pour un meeting, pour un président, on en a un peu rien à foutre. Il résume ensuite ce que sont pour lui les préoccupations des Français. Les gens aujourd'hui, ils veulent bouffer, les gens aujourd'hui, ils veulent un boulot, les gens aujourd'hui, ils veulent élever leurs enfants, les gens aujourd'hui, ils veulent des projets, ils veulent faire grandir leurs enfants dans des bonnes conditions, ils veulent leur donner une bonne éducation, ils veulent leur donner accès à des bons soins. C'est ça les vraies questions que les Français se posent. Ils ne posent pas la question de savoir si son voisin c'est un noir ou si son voisin, si sa voisine elle est pour la GPA ou si son voisin il est homo. Les gens ils en ont rien à foutre de ça aujourd'hui. Il y a une bonne ambiance et il dénonce sa déception vis-à-vis du quinquennat de Hollande avec une punchline border mais de qualité supérieure. Beaucoup quand même, comme pas mal de Français. Il a fait pas mal de promesses qu'il n'a pas du tout tenues. On a eu certains cas de figure où on s'est vachement étonné des actions qu'il a eues. Quand on lutte contre la finance et qu'on met un ancien de chez Rothschild à Bercy, c'est comme mettre un fourniret à l'éducation nationale ou un ancien de chez Total au ministère de l'Environnement. Ça n'a pas de sens. Il évoque ensuite la faillite d'Hollande sur l'égalité homme-femme. Comment vous voulez qu'un gouvernement de gauche qui arrive, qui dit on est pour l'égalité des femmes et qui respecte les femmes, comment vous voulez que les Français ils ont une perception positive de ce gouvernement-là quand un président il trompe sa copine qui est à l'hôpital sur un scooter pour une nana de 20 ans de moins? Et de continuer. Hollande, la France est la 5e puissance mondiale et le mec il trouve rien d'autre à faire qu'avec les millions de chômeurs qu'il y a en France, avec les millions de démunis, etc., de prendre un scooter et d'aller tromper sa femme le soir c'est inadmissible. Mais oui, c'est clair. On ne pouvait pas finir cette interview sans une question très 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 classique. Est-ce que vous pensez qu'Arnaud Montebourg aime bien Jackie Michel parce que c'est Made in France? Non, ça c'est des questions. Non, c'est des questions à la con. Et en dernière étape de cette émission, nous avons eu la chance d'interviewer Mathieu Hanotin, un homme politique français, député de Seine-Saint-Denis
et directeur de la campagne de Benoît Hamon pour ces élections de 2017. Notre sujet principal pour les étudiants qui nous écoutent, c'est bien la jeunesse et c'est bien les études supérieures notamment. Ouais. Donc qu'est-ce que Benoît Hamon, parce que c'était pas trop présent dans le débat ce soir, propose à cette jeunesse qui rentre par exemple après des filières sélectives comme les classes préparatoires, rentre en école. Bon, ce soir c'était pas un discours spécialisé sur l'enseignement supérieur. On a fait une conférence de presse dédiée sur ces questions-là. Je vais pas vous répondre là ce soir sur le détail des mesures, mais je vais vous parler d'une mesure qu'il a ciblée et il l'a pas détaillée pour la jeunesse, mais en fait elle s'y adresse tout particulièrement. C'est la question du revenu universel. Aujourd'hui on est dans une situation dans notre pays où on a 500 à 600 000 jeunes étudiants qui sont obligés de se salarier pour financer leurs études. Il y en a probablement à l'ESSEC. Le taux d'échec constaté dans ces étudiants salariés, il est 3-4 fois au moins supérieur au taux d'échec chez les étudiants qui ne travaillent pas. La question que nous disons, c'est comment est-ce qu'on... Le revenu universel, pardon, c'est pas la question, la réponse que nous, c'est que le revenu universel permet une triple réponse. Le revenu universel, c'est une perspective que nous donnons d'ici à la fin de la nature, mais la première étape qu'on va faire, ce sera à partir du 1er janvier 2018, c'est une réforme qui concerne tous les ayants droit aux minima sociaux et tous les jeunes de 18 à 25 ans. Voilà. Et cette expérimentation, grandeur nature, si vous me permettez l'expression, elle permettra au lendemain de 2018, après 1 ou 2 ans d'expérimentation, justement de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour pouvoir corriger les choses, pour pouvoir améliorer les choses. Voilà. La perspective, c'est 750 € pour tout le monde. Mais il y aura cette première étape qui coûte 40 milliards d'euros. Et on a voulu mettre la jeunesse au cœur de ce dispositif, notamment pour ce que je vous expliquais avant sur la question des étudiants salariés, pour permettre à un maximum de jeunes de pouvoir poursuivre des études le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Il y a ces 500 000 et 600 000 dont on parle, mais il y a tous ceux dont on ne parle pas qui ne font même pas les études parce qu'ils n'ont pas les moyens de les faire. Voilà, donc c'est ça à laquelle on veut répondre et ça permettra également de libérer ces 500 000 à 600 000 emplois qui seront remis sur le marché du travail. On peut avoir aussi la solution de l'apprentissage pour financer les études des jeunes. Est-ce que vous avez une position là-dessus ? On est très favorable à l'apprentissage, mais enfin, les étudiants salariés dont je vous parle, c'est pas de l'apprentissage. C'est l'étudiant qui est à la fac ou en grandes écoles et qui est obligé de bosser à McDo ou n'importe où ailleurs pour payer ses études. Mais l'apprentissage, c'est une très bonne mesure. C'est juste pas la même chose, quoi. Et là, pour le coup, ça sera un revenu qui sera le revenu universel qui sera complémentaire à celui de l'apprenti. L'apprenti, il gagne le fruit de son travail, mais son travail est connecté à ses études, ce qui n'est pas souvent le cas dans les étudiants salariés, on peut parler. C'est vrai, ça. Vous avez parlé de financement, moi je voulais aussi parler d'ouverture sociale, de mixité éventuellement dans les grandes écoles qui sont issues des systèmes des classes préparatoires. Est-ce que vous avez une position connue sur la dualité entre université d'un côté, plus ouverte, et classes préparatoires et filières sélectives à la française ? Est-ce que vous avez une position sur cette question de la mixité sociale ? Écoutez, nous on ne veut pas remettre en cause tout le système, on va faire la révolution, on va pas tout mettre à plat, mais la première étape, qui est une exigence, c'est que demain, on consacre en moyenne autant d'argent dans le budget de l'État à un étudiant en grande école qu'à un étudiant à l'université. Et que ça ne se fasse pas au détriment des grandes écoles. C'est-à-dire qu'on remonte l'argent qui est consacré aux universités. Typiquement, une mesure qu'on peut imaginer demain, c'est 0 cours en amphi pour la première année. Voilà. C'est quoi la justification sur le papier d'avoir des cours en amphi en première année? Ça peut être des mesures comme ça, c'est pas des engagements, ça je prends, mais c'est les réflexions que l'on pose. Voilà. Après, sur le système sélectif, moi, à titre personnel, je pense qu'il faut aller vers moins de sélection à l'université, ou alors une sélection différenciée de ce qu'on a aujourd'hui. Il faut qu'on ait un système qui soit plus fluide entre les grandes écoles et l'université. Voilà. Après, les formes que ça doit prendre, ça pour le coup, c'est pas une campagne des primaires. Voilà, on aura compris qu'on sera désigné dans la présidentielle, on aura un programme complet sur tous les détails. C'est pas l'enjeu d'une campagne primaire. Voilà, donc cette émission est terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Il y en a une prochaine qui va arriver très bientôt parce qu'il y a l'interview de Poutou qui va être, que je vous tease un peu, qui va bientôt arriver. Donc restez connectés et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode d'Élise et moi. Salut. Bonsoir à tous.